Nouvelle table ronde de Satini Innovation Week en direct sur les chaînes YouTube de l'événement et TV Vendée sur la thématique data et plan de reprise d'activités, de notions qui sont étroitement liées. Vous continuez bien entendu de réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag de l'événement InnoWeek85, à poser vos questions à nos invités en commentaire sur les lives et sur les réseaux et directement pour les personnes qui sont avec nous ce matin ici donc à la Loco 2. Bonjour Nicolas Vandenberg. Bonjour Vincent. Vous êtes fondateur et co-dirigeant des FIDIC. À vos côtés Tony Bessot. Bonjour Tony. Bonjour. Directeur des systèmes d'information de l'ADAPI Aria de Vendée. Et puis on retrouve sur le canapé Nicolas Kayser, donc directeur innovation chez Dynamips. On va commencer avec le sujet de la data, les données des entreprises qui valent de l'or. Elles constituent le patrimoine de l'entreprise. Comment les partager en interne, les exploiter et les utiliser? Vous allez répondre à cette question dans un instant. Nos experts vont tout simplement nous expliquer comment ils accompagnent les PME dans la gestion de leurs données et comment ils sensibilisent. Et ça, c'est un point important, la sensibilisation, leurs équipes à cet enjeu stratégique qui concerne tous les salariés. On en parle maintenant. Nicolas, FIDIC, en quelques mots, c'est quel type de société ? Donc, FIDIC, nous sommes une jeune société de services numériques innovants basée sur la data. Nous sommes basés à Angers et la société a 3 ans. Nous sommes déjà 13 collaborateurs, donc une croissance très rapide. Aujourd'hui, tout le monde parle de la data, on lit ça dans les articles spécialisés, sur les salons, mais souvent on constate que les directeurs généraux ont du mal à franchir le cap, ont un peu de frilosité pour franchir le cap. Donc on est là pour les accompagner, montrer toute la valeur de la data. C'est quoi votre job concrètement ? Créer des services numériques basés sur la data, donc ça peut être des tableaux de bord commerciaux, ça peut être du ciblage marketing en améliorant la segmentation client, et ça peut être tous les services qu'on peut proposer de façon complémentaire quand on fait des flux techniques. Quel type de société font appel à vous ? Tout type de société. Aujourd'hui, on a des acteurs dans le service, dans le tertiaire, dans l'industrie, dans le monde agricole, dans la distribution B2B, B2C. Donc vous voyez le panel. Voilà, tout le monde a des données, donc on intervient, nos clients viennent de tous ces horizons. Au niveau géographique, plutôt Grand Ouest, mais pas que. On a aussi des clients parisiens et lillois. Alors, on parle de données qui valent de l'or, mais de quel type de données parle-t-on au final ? Alors, les données communes qu'on retrouve partout, ce sont les données commerciales. Aujourd'hui, toutes les sociétés ont 10 ans d'historique sur leurs clients, B2B, B2C, sur leurs factures. Et souvent, on constate que ces données ne sont pas exploitées, ne sont pas agrégées, ne sont pas consolidées. Et parfois aussi, dans des groupes ou des sociétés qui ont fait de la croissance externe, il y a des systèmes d'information hétérogènes qui font qu'on n'a jamais pris le temps de consolider ces données. Donc, un des sujets qu'on retrouve très régulièrement, c'est effectivement la consolidation de ces données commerciales pour pouvoir mieux connaître ses clients, proposer de la segmentation client, proposer des meilleurs ciblages et avoir des données objectives sur la réalisation des ventes. 3 exemples. Aujourd'hui, on a pu travailler pour les meubles Célio, où on a pu consolider toutes les données commerciales pour pouvoir avoir une vision claire sur la vente par typologie de magasin, par commercial, par type de produit. Chez Automoplan, vendeur automobile, on a pu agréger plus de 15 millions de factures sur 10 ans d'historique pour pouvoir mieux suivre le parcours utilisateur. On a créé un référentiel client unique pour pouvoir connaître le parcours de M. Dupont qui a acheté différentes voitures depuis 10 ans. Et enfin, pour la société Bouillet-Leroux, on a pu faire un nettoyage de fichiers clients B2B, 80 000 lignes nettoyées quasiment automatiquement pour pouvoir être sûr des données qui sont présentes dans leur CRM. Qui détient les données dans l'entreprise ? Effectivement, pour l'instant, c'est les acteurs opérationnels, les acteurs métiers. Et donc, c'est là le point de départ de la démarche data. Il faut qu'ils aient une intuition pour dire, voilà, on va pouvoir exploiter ces données pour un premier service, et ensuite on propose un premier projet au mode Quick-Win qui permet ensuite d'avoir des services évolutifs et des nouveaux services. Alors pour connaître un peu quand même le monde de l'entreprise, pour rencontrer beaucoup de chefs d'entreprise, tout le monde a conscience de l'importance des données, mais beaucoup se disent ce n'est pas pour moi. Pourquoi selon vous ? Oui, tout à fait. Je confirme. Aujourd'hui, dans les études, on voit qu'un tiers des dirigeants affirment qu'ils n'utilisent pas leur data pour leur prise de décision.
avec le discours, comme vous dites, ce n'est pas pour moi, c'est trop cher, c'est trop compliqué. Ce n'est pas le cas. Nous, à chaque fois, à FIDIC, on propose des services opérationnels, fonctionnels, très rapidement, au bout de quelques mois, 3 à 6 mois. Voilà, on parle de quick win. Il faut initier cette démarche pour constater les premiers résultats. Très souvent, on a un premier effet grâce à l'analyse, à la description, à l'analyse fine des données de façon objective. On a un résultat de dire « Ah, tiens, je ne savais pas qu'on avait ça ». Tout le monde pense si, mes données, je les maîtrise. Et il s'avère que quand on montre tout ça avec d'autres prismes, on arrive à des résultats, waouh, non, je ne savais pas. Et donc, après, notre vision à nous, c'est d'aller vers une organisation data-driven. Une organisation data-driven, c'est une société qui met en avant ses data et qui est au centre de son organisation et qui sait prendre des décisions stratégiques et opérationnelles sur la base de cette analyse. Et data-driven, ça permet de créer de la valeur, ça permet de placer la data au centre de son organisation et de piloter son entreprise par ses données. Alors, mais en quoi, justement, parce que vous parlez de création de la valeur, en quoi ça apporte de la création de valeur pour l'entreprise ? Par exemple, là, pour les meubles Célio, le fait d'avoir ce reporting commercial plus précis permet de réorienter les ventes, permet d'identifier très rapidement les actions à mener pour les secteurs qui sont un peu en baisse. Et ça permet aussi à d'autres services de voir. Ça a permis, par exemple, au service innovation d'utiliser ces données commerciales pour réorienter un peu le secteur de R&D. D'accord. Ouais, ça, c'est vraiment intéressant. Alors, en préparant cette émission, vous me disiez aussi que c'était synonyme de décloisonnement des organisations. Oui, tout à fait. Ça, c'est une notion qui me semble importante. Au niveau des organisations, historiquement, chacune travaillant par service a déployé un peu ses logiciels par service. Et on n'a pas la vision globale de l'ensemble de ces données. Donc nous, un de nos premiers travaux, c'est d'agréger ces données, quelle que soit leur source, quelle que soit la technologie, pour pouvoir les mettre dans une plateforme de données qui permet d'avoir une vision objective de cette donnée, mais surtout partagée par tous les services. Ça permet, je trouve important aujourd'hui, on constate que dans les salariés, et surtout les jeunes salariés, ils ont un besoin de donner du sens à leur travail. Et donc, avec cette vision transversale, on peut avoir une vision objective de la stratégie d'entreprise et d'avoir l'impression de travailler main dans la main avec l'ensemble des services, donc de décloisonner ces services. Et je pense que c'est vraiment une tendance stratégique de long terme de pouvoir avoir ces données partagées pour l'ensemble de l'organisation, voire au niveau des groupes aussi, pour ceux qui effectivement ont des groupes où on fait de la croissance externe. Comment sécuriser ces données ? Alors effectivement, le sujet de la sécurisation, c'est un sujet primordial. Le plus souvent aujourd'hui, les solutions sont... Nos clients nous demandent de déployer leurs solutions dans leur infrastructure. Donc dans ce cas-là, on a le niveau de sécurité de l'infrastructure de nos clients. Pour ce qui est de ce qu'on peut infogérer, on travaille avec des partenaires de confiance et effectivement, ces sujets sont primordiaux avec des notions d'anonymisation si besoin, de sécurisation forte, éventuellement double authentification. Je vais rebondir aussi sur la question de RGPD. Le fait de pouvoir agréger toutes les données nous permet de faire une cartographie aussi très claire du MDM, de Master Data Management, pour voir d'où viennent les données, de quelles sources, et donc d'aider à la cartographie logicielle pour préparer un audit data, un audit RGPD. Alors Tony, vous avez des données dites sensibles, puisque vous travaillez donc dans le médico-social. Comment est-ce que vous sécurisez vos données à l'ADAPI ARIA ? Alors, nous c'est assez simple. Donc, il y a d'abord une sécurisation technique qui se fait par les data centers, par le partenaire qu'on choisit. Mais nous, on a fait le choix d'un collège de fiabilisation, protection et qualité de la donnée, composé de médecins, composé du délégué à la protection des données, du DSI et des métiers, qui sont là effectivement pour donner le sens aux premières personnes qui saisissent les données, c'est-à-dire l'assistante de dispositif qui va être la première à saisir et donner ces données-là. Qu'est-ce que je peux saisir ? Pourquoi ? Comment ? Et on va suivre un petit peu ce chemin de données et son processus tout au long de sa vie. Parce que nous, on pense que la donnée, elle existe depuis très longtemps. La DAPI a 60 ans. C'est 60 ans cette année. Et donc, elle en a stocké des données. On a de la donnée qui est morte depuis très longtemps. Et comment on peut la rendre vivante et l'utiliser, en tous les cas, pour les métiers, pas pour la DSIN. Alors justement, la DAPI ARIA de Vendée est une association loi 1901 qui engage son action et ses activités au service de personnes en situation de handicap. En quoi c'est intéressant pour votre association l'exploitation de ces données-là ?
Alors, comme tout le monde, ça a été dit tout à l'heure par Nicolas, nous, on utilisait de la donnée pour des tableaux de bord, de pilotage de notre activité et pilotage de notre association. Par contre, on a un vrai sujet, c'est qu'on accompagne des personnes en situation de handicap, qui ont des pathologies, et on a besoin d'adapter notre offre de service. Et donc, nous, on a voulu utiliser la donnée pour aller un peu plus loin et pour gérer la transformation de l'accompagnement et d'adapter notre offre et notre offre de service aux personnes qu'on accompagne. Et donc, cette data, elle a une vraie utilité. J'ai tendance à dire que la DSI est un business partner des métiers. Nous, on est là pour accompagner les métiers à toujours mieux accompagner les personnes. Vous êtes formation architecte SI, c'est ça. Et vous pensez que la data est utilisée de manière opportuniste ou systématique, mais malheureusement rarement dans un objectif de transformation. Alors, il va falloir que nous donniez quelques explications, Anthony. Ouais, je suis un peu dur avec ça. C'est que la data, si on veut que ça devienne de l'or, il y a un sujet de tableau de bord, il y a un sujet d'exploitation d'opportunité à un instant T, parce qu'on fait une enquête, parce qu'on fait une étude. Par contre, elle a un vrai rôle pour transformer nos organisations, transformer nos entreprises. C'est ce qu'on imagine à la Daperia. Donc ces datas-là, ce volume de data, nous, on l'a couplé avec une autre technologie qui est l'intelligence artificielle pour faire du prédictif. Et vraiment aller encore plus loin et donner de la valeur à ces données-là et ne pas rester... j'ai tendance à dire souvent à mon directeur général, si vous voulez des tableaux de bord, je peux en faire des milliers. Par contre, comment vous les exploitez? Qu'est-ce que vous en faites? Donnons du sens à cette donnée-là pour notre business et le faire évoluer. Donc c'est comme ça que pour nous, la data est traitée à la Daperia. Donc c'est un sujet de longue haleine et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ce n'est pas parce qu'il y a une décision qui est faite que ça se met en œuvre. On le travaille vraiment sur le long terme en imaginant et en espérant, puisque, attention, ce que je dis là, ce n'est pas une vérité, ça prend du temps, en espérant que ça va modifier notre business et modifier notre accompagnement, puisqu'on accompagne des personnes en situation de handicap, mais on fait aussi de la production d'activités, donc on a aussi besoin d'exploiter ces données. Quel type de production d'activité? On travaille pour des groupes vendéens, on travaille pour le groupe Atlantique, on travaille pour le groupe Beneteau, on travaille pour un certain nombre de groupes où les personnes en situation de handicap, ils sont à peu près 1000 à travailler sur ces sujets-là, et on travaille sur de la menuiserie, de la métallurgie, de la logistique, des espaces verts, etc. Donc, vous parlez bien d'utilisation de la data pour la transformation des organisations, des process, mais aussi il y a une part aussi d'opportunisme quelque part, puisqu'il y a une création de valeur. Vous évoluez justement dans ce secteur médico-social. Je disais, ce sont des données sensibles. En quoi c'est particulier de l'exploitation de données sensibles? En fait, on a un sujet, c'est que les personnes qu'on accompagne soient à l'aise avec le fait qu'on utilise leurs données. Donc ça s'accompagne et on est face à un public qui en plus est souvent à des troubles intellectuels et donc du coup on a besoin de les accompagner sur qu'est-ce qu'on va faire de leurs données, pourquoi. Au tout début où on a lancé l'idée de la data, c'était en 2017, on m'a dit c'est Big Brother, qu'est-ce que vous allez faire de nos données, vous allez les revendre, vous allez les donner à je ne sais qui. C'est pas le sujet, on n'est pas là pour ça. On est là pour vraiment toujours mieux accompagner, toujours augmenter la qualité de service d'accompagnement. Donc on a travaillé avec nos professionnels, à acculturer nos professionnels à la data. Ils étaient très peu nombreux, je crois que c'était 5% en 2017 à être prêts à utiliser de la data pour accompagner. Dans la dernière enquête qu'on a fait après la période de Covid, ils étaient plus de 45% à dire que la data allait être nécessaire à l'accompagnement, à toujours mieux accompagner pour mieux connaître la personne. Et connaître la personne, c'est disposer de la donnée pour évaluer ses capacités à travailler, ses capacités à évoluer, à être autonome dans la vie active. Et donc, ces données nous servent à ça et à toujours mieux accompagner avec un grand chapeau au-dessus, et qui chez nous prend beaucoup de temps, qui est le délégué à la protection des données et notre médecin coordinateur qui sont les garants en fait, de cette utilisation. Comment est-ce que vous sensibilisez, vous, chez FIDIC, les salariés des clients que vous accompagnez dans l'exploitation de ces données ou la récupération des données? Il y a effectivement un travail d'acculturation à la donnée, mais voilà, le fait de pouvoir voir rapidement des résultats amène à dire ah bah oui, ok, bon, là on a pu faire ça, on pourrait en faire un peu plus. Voilà, systématiquement, on a des retours comme ça. Je vais donner un exemple, par exemple, de nouveaux business qu'on a pu déployer. On travaille avec une complémentaire santé pour lequel on suit les flux de prise de contrat. Et le process maintenant est tellement mérodé qu'on ça donne une nouvelle idée. Ah bah, maintenant, on pourrait proposer un nouvel accès à partir d'une plateforme de travailleurs de façon... Bon, je ne peux pas dire, c'est confidentiel, de travailleurs un peu spécifiques. Ben voilà, ça va créer un nouveau business autour de la data parce qu'on a pu fluidifier des process en interne.
D'accord. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Quel secteur, en tout cas, quel parallèle vous pourriez faire, vous teniez avec d'autres secteurs d'activité par rapport à l'utilisation de la data? Parce que là, vous êtes une association la 1901, il y a un vrai parallèle qui se crée avec le secteur aussi privé, hein, dont parle Nicolas. Je pense que la data, il n'y a pas de secteur qui est épargné par la data et tout secteur. Et ça, c'est important de le préciser et de le dire. Hein, tout secteur est partagé. C'est plutôt une volonté de la gouvernance et pilotage. Et je donne souvent un exemple à mon directeur général, au président. Pour atteindre ces objectifs-là, c'est un objectif de longue haleine. Et c'est comme lorsque vous dites bon, je veux rouler avec des véhicules plus verts, il y en a qui vont se dire moi, je prends un véhicule, puis je mets de la D-Blue, c'est déjà un premier pas. Et puis il y a ceux qui se disent non, moi, je veux 100% de mon parc en voiture électrique et avec une recharge avec énergie verte. C'est un vrai sujet et c'est un combat de longue haleine. Et donc la data, faut l'écrire, faut définir une stratégie pour se dire on va obtenir ça à 5 ans, 6 ans. Par contre, il est jalonné de petits quick wins, on l'a évoqué tout à l'heure, de petits renforts pour renforcer les directions générales, renforcer les présidents directeurs généraux, pour se dire ok, j'investis dans la data et pour un objectif de longue haleine et un objectif de transformation. Alors ça, c'est intéressant, ça fait 2 fois que vous parlez de votre directeur général. J'ai l'impression que ça a été un petit peu compliqué d'aller convaincre de l'utilisation de la data. Ce qui est difficile à convaincre, c'est de mettre de l'argent. Le directeur général, il a, comme toutes les structures, il se dit comment je peux, en quoi j'investis dans mon SI. Et la data, au début, c'est un peu... on va dire que c'est un peu un trou noir. On se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On y met de l'argent. Ouais, c'est ça, voilà. Il a fallu vendre le projet, j'ai l'impression. Hein. Il faut vendre le projet. Et si vous vendez un projet en vous disant, vous inquiétez pas, on investit 200 000 euros par an, et dans 5 ans, vous verrez, on aura quelque chose. Pour eux, ça, c'est impossible. Quel retour sur investissement? Et la data, elle doit avoir un retour sur investissement. Elle doit avoir un objectif. Si c'est un objectif de construire des méga tableaux de bord que personne n'exploite et dans lequel vous faites aucune action, bon, autant balancer de l'argent par les fenêtres. Alors, il y a des KPI, j'imagine. Ouais. Et je vais rebondir parce qu'effectivement, peut-être qu'on a la mauvaise image que précédemment, on a fait de la data plutôt dans les banques, les assurances, on a fait un tunnel pour faire un super data lake, on a mis toutes les données et finalement, il n'y en a rien sorti. Là maintenant, aujourd'hui, les offres, les technos sont prêtes pour pouvoir s'adresser aux ETI, aux PME et d'avoir des résultats rapides. C'est ça vraiment la différence aujourd'hui, c'est exploiter la donnée, c'est pour maintenant. Et une autre conviction forte aussi chez FIDIC, on pense que la data maintenant, ça a plus de valeur que le logiciel. Aujourd'hui, les logiciels, on prend un CRM 1, 2 ou 3, bon, globalement, ils vont faire la même chose. Donc, bon, les éditeurs ont forcément des choses différentes à proposer. Mais je pense que le caractère différenciant, concurrentiel, c'est de pouvoir exploiter ces données. Tu parlais de 10 ans, 60 ans. Ben voilà. Les organisations qui ont 10 ans d'historique, ils ont de l'or dans leur base de données. Au niveau commercial, c'est évident. On peut effectivement rapidement dégager des choses pertinentes, pouvoir relancer des prospects froids, pouvoir avoir la tendance à court terme, avoir une évolution plus sur le long terme. Donc il y a des choses à faire grâce... Voilà, l'exemple commercial, c'est le plus simple. Alors, mais est-ce que vous avez, vous, des exemples concrets de développement de business grâce justement à la data? Parce que là, je viens de citer les indicateurs de performance. Normalement, sur l'ensemble des tableaux de bord que vous mettez en place, il y a des KPI qui sont justement mis en place. Moi, j'ai un exemple concret. Dans notre secteur d'activité, la DAPERIA, nous, on doit rendre des comptes à l'Agence régionale de santé qui fait ce qu'on appelle des mesures d'activité. Eh bien, la data, elle nous permet aujourd'hui, beaucoup d'associations, dans la mesure de l'activité, c'est un peu difficile de l'appréhender dans le sens où cette donnée-là, on ne l'a pas. Eh bien, en fait, on a été pioché dans toutes les données de notre ERP métier, les agendas, les actes qui sont réalisés par nos professionnels. Et on a réussi à le qualifier pour mesurer un taux de mesure d'activité. Qu'est-ce qu'on fait comme activité pour les personnes? Et c'est nouveau. L'ARS, on leur a présenté il y a peu de temps d'ailleurs. Et ils sont intéressés par ça pour se dire mais comment notre secteur médico-social est en train de se transformer, puisqu'il crée une vraie mutation du secteur médico-social. Comment on pilote cette transformation-là? C'est très difficile de piloter une transformation. Et la donnée, elle a tout son sens de dire ok, est-ce qu'on est au bon endroit? Est-ce qu'on rajuste? Donc elle a aussi cet effet-là, et c'est tout le sujet de la data. C'est on le travaille pas à froid une fois qu'on a un résultat.
nous, le sujet de la data, c'est je ne vais pas dire tous les jours, mais de chaque trimestriellement, on regarde la data, qu'est-ce qu'on fait, on rajoute notre activité, est-ce que là on accompagne bien, est-ce qu'on a assez d'offres de services, est-ce qu'il faut qu'on aille plus sur le domicile, est-ce qu'on doit développer une nouvelle offre dans un établissement, il y a un projet architectural, est-ce qu'on doit construire un nouvel IME, etc. etc. Donc, c'est tous ces sujets-là qui concernent la data. Et ça touche de la personne qui est à la logistique, de la personne qui est à l'administration, jusqu'au directeur général, en passant par les autorités de contrôle et de tarification. Tout le monde est concerné. On a des questions sur les réseaux sociaux, hashtag Inowit85, et puis directement en commentaire sur les chaînes YouTube, puisque nous sommes en direct de la Loco 2, sur la chaîne de l'événement et TV Vendée. La première, le RGPD impose-t-il des contraintes sur les opérations de consolidation des données ? Là, il faut reprendre par rapport à la RGPD. Quels sont les traitements? Sont-ils légitimes ou pas? A-t-on obtenu quelles sont les personnes concernées? Quelles sont les données personnelles concernées? Et a-t-on obtenu le consentement pour l'utilisation de ces données? Voilà, c'est les 3 étapes. Ce que nous, on propose, c'est effectivement, comme on a cette cartographie logicielle, parce que on doit le faire pour récupérer les données, on peut faire cette cartographie et la proposer au DPO ou au DSI chez notre client, ou aux personnes responsables de cette responsabilité. À partir de là, effectivement, après, c'est plus mon travail de dire, cette donnée-là, on peut ou pas l'exploiter pour un autre usage. Chez Automonplan, par exemple, comme ces données étaient dispersées dans 12 logiciels différents, le fait d'avoir agrégé dans notre référentiel de client unique a permis d'avoir ce recueil de consentement de façon centralisée pour l'ensemble des logiciels. Voilà un exemple. Mais effectivement, donc il y a un vrai sujet RGPD quand on s'adresse aux données personnelles, mais encore plus dans le monde de la santé. Et donc on est capable d'accompagner nos clients sur cette stratégie, cette démarche, et éventuellement de mettre en relation avec des avocats qui travaillent sur ce sujet. Moi, RGPD, pour moi, c'est opportunité. Opportunité de connaître la cartographie de nos données, opportunité de savoir ce qu'on fait des données, et opportunité pour la première fois de répondre aux personnes qu'on accompagne, de dire oui, on sécurise vos données, oui, on sait où elles sont, et oui, on sait ce qu'on en fait. Deuxième question, on va pouvoir l'afficher. Est-ce que le RGPD, donc ça c'est une question qui revient, est un frein ou une opportunité? Donc Tony a déjà répondu à la question. Alors maintenant, Nicolas. Je confirme effectivement. On a cette démarche de dire d'où viennent nos données, donc on accompagne cette RGPD. Et pour moi, c'est une opportunité, oui. On va prendre une question dans le public. Est-ce qu'on a des questions dans le public? Alors, moi, avant, parce que je sais qu'il y a une 3e question qui va arriver sur les réseaux. Il y a beaucoup de questions, en particulier sur le RGPD, vous l'avez remarqué. Quels sont les prérequis sur l'exploitation de la data? D'abord, une intuition métier. Il faut qu'il y ait un acteur métier qui dise, voilà, moi je pense qu'on pourrait exploiter cette donnée commerciale, cette donnée marketing, cette donnée opérationnelle. Et une fois qu'on a cette intuition, nous on accompagne avec des consultants fonctionnels pour expliciter un petit peu cette vision et aller un peu plus loin. Et après, nous, le prérequis technique, c'est l'accès aux données. Donc après, aujourd'hui, ça se passe très bien avec des accès directement en API, en service, en accès en base de données, des fichiers plats, des fichiers Excel. Voilà, ça après, la partie technique, on ne nous pose plus de soucis. Très bien. Nous, on part de l'usage. Usage métier. Vous avez besoin de quoi? On leur laisse le champ libre. Vous ne posez pas le problématique des contraintes techniques, de comment vous avez vos fichiers. D'ailleurs, ils s'en fichent un peu, ce n'est pas leur sujet. Quel usage vous voulez faire de la data? Et nous, on se débrouille pour le mettre en œuvre. Alors, vous parlez des usages. Il y a une question justement sur les outils. Quels outils techniques pour l'exploitation des données? De mon côté, on a beaucoup de briques open source. Donc, on va partir sur la partie base de données. Ça sera du Postgre, du MariaDB pour les bases classiques. De l'ETL Talend en version open source. Des ordonnateurs aussi open source. Et derrière, pour la partie DataVis, l'outil qui marche très bien en ce moment, c'est Power BI de Microsoft, avec des coûts de licence qui sont tout à fait acceptables pour le meilleur rapport qualité-prix. Sur les technos un peu plus avant-gardistes, on s'intéresse aussi beaucoup à Snowflake. Donc là, il y a un petit peu de frais par contre, mais en termes de volume de données stockables, c'est magique. Nous, on est parti de petits combats. Petit entrepôt de données monté localement sur notre data center. Là, on réfléchit à l'industrialiser. On réfléchit aussi au passage d'outils d'intégration d'applications, donc à des EAI. Mais la partie visualisation, c'est Power BI. Très bien. Quel conseil donneriez-vous pour faire ce premier pas dans l'exploitation des données?
Moi, le conseil, je vous l'avais dit, je le redis, c'est vraiment convaincre la gouvernance et construire un comité de pilotage qui suit la partie data. Ne pas croire que c'est l'objet de la DSI ou l'objet de la DSIN, peu importe. C'est vraiment l'objet des métiers et de partir de petits quick wins, des choses assez simples, efficaces, qui permettent aux gens d'avoir confiance, puisqu'il ne faut pas oublier que les métiers n'ont pas toujours confiance sur la data. Malheureusement, avec ce qui se passe parfois dans les réseaux sociaux ou sur les toiles, ils voient des datas qui sont exposées, et donc ils ont cette crainte-là, donc c'est les sécuriser pour l'exploiter. Nicolas, un conseil ? Un conseil, allez-y. Enfin, effectivement, une intuition métier. Et on voit la valeur de la data, on voit Google, Amazon. Voilà, ne laissons pas la data aux GAFAM et ayons confiance, même si on est une petite structure. Un acteur qui identifie une opportunité, on l'étudie et c'est vrai qu'on y arrive. Après, toutes nos solutions sont évolutives et sont facilement maintenables. L'idée, c'est effectivement de pouvoir avoir plus de sources de données. Dans mon schéma, je fais une vision à gauche, mes sources de données. Voilà, donc plus de sources de données à gauche et plus d'usages à droite. On va commencer par un tableau de bord, mais on voit derrière, là, on a un secteur innovation, on a un nouveau business, un nouveau canal de business. Enfin, c'est génial. Donc voilà, ayons confiance et allons-y. Et allons-y. Merci à tous les deux. Alors, il peut arriver que l'on perde ses données en cas de cyberattaque, d'infection virale ou de panne informatique. Comment rebondir ? La mise en place d'indicateurs pour un plan de reprise d'activité en cohérence avec les enjeux de son entreprise nécessite une anticipation cruciale. Et le mot anticipation, on va le développer dans un instant, pour un fonctionnement optimal. Quoi qu'il arrive, j'ai presque envie de vous dire, quoi qu'il en coûte, comment mettre en place un plan de reprise d'activité dans sa société ? On en parle tout de suite avec Nicolas Kayser. Merci Nicolas en tout cas d'avoir accepté cette invitation pour cette table ronde. On va parler de plan de reprise avec vous. Vous êtes le directeur innovation de Dynamips, chez Dynamips. Dynamips, c'est quoi ? Alors Dynamips, nous sommes une ESN, une entreprise de services du numérique qui rayonne sur les régions Pays de la Loire et Loire-Atlantique, avec des agences sur Nantes, La Roche-sur-Yon, Angers, Rennes et Mayenne. C'est quoi votre cœur de métier ? On a 4 domaines d'expertise, l'infrastructure, la sécurité, le collaboratif et la gestion. Alors, je le disais, anticiper, c'est peut-être la première chose à faire. Absolument. L'évaluation des risques, il est très important. Il faut prendre conscience des risques qu'on peut avoir pour sécuriser son système d'information. Donc, il y a plusieurs types de risques. On va penser aux sinistres majeurs, type incendie, inondation, tremblement de terre. J'insiste souvent sur le tremblement de terre parce que on est dans des régions sismiques, alors on n'a pas des bâtiments qui s'effondrent, mais on peut avoir des destructions de la perte de données, notamment sur des disques durs mécaniques qui peuvent être sensibles à des tremblements de terre de faible amplitude qu'on constate parfois sur nos régions. Alors, on a aussi d'autres risques. Là, je pense aux les incendies, cambriolage. Absolument. Donc, le cambriolage, c'est un risque important qu'on constate malheureusement fréquemment. Et puis, il y a également tous les risques cyber, donc de la malveillance externe, avec des attaques de pirates informatiques, des ransomware, des virus, mais également des risques cyber internes avec de la malveillance d'un collaborateur ou d'un partenaire qui souhaite voler ou détruire de la donnée. Alors, le plan de reprise d'activité était... on va dire, il y a quelques années destiné aux grands groupes. Maintenant, les TPE, PME peuvent mettre en place un plan de reprise d'activité ? Oui, tout à fait. Alors, le plan de reprise d'activité, c'est avoir une infrastructure de secours. Donc, historiquement, on avait un investissement pour une première infrastructure, pour la production. Et puis, si on souhaitait mettre en place un plan de reprise d'activité, il fallait investir dans une seconde infrastructure de dimension à peu près similaire à la première et qui était dormante, donc avec un coût relativement important. Alors, tout responsable informatique doit disposer de moyens permettant de redémarrer le système informatique dans les délais a priori prévisibles, le plus court possible en tout cas. Un délai le plus rapidement, on l'imagine, parce que ça a des conséquences après sur l'activité de l'entreprise, le plus souvent en rechargeant les données sauvegardées. Pour cela, il faut au préalable avoir anticipé et installé donc, un PRA qui se met en place en fonction de son activité. Mais doit-il se mettre en place surtout en fonction de son organisation ? Alors oui, puisqu'il y a évidemment la partie informatique et là-dessus on peut accompagner toutes les sociétés du secteur, mais on a également tout le reste hors informatique, quand on est dans de l'industrie ou même dans du service,
on a des besoins qu'il faut évaluer avant. Si on a une chaîne de production, il faut pouvoir faire redémarrer une chaîne de production ailleurs. Donc, ce sont des choses également qu'il faut anticiper. Vous avez des exemples à nous donner ? Alors oui, un exemple qui me vient en tête, c'est dans l'automobile, puisqu'on a travaillé pas mal sur ces secteurs-là. Et pour ceux qui s'en souviennent, ça fait quelques années maintenant, le site de Mercedes à Nantes, donc à Orvaux, a brûlé la nuit de la Saint-Sylvestre. Et donc il a fallu déclencher le PRA pour la partie informatique, mais également trouver des nouveaux locaux pour accueillir les équipes qui entretiennent les véhicules, etc. Et donc il y a eu un accord de trouver avec le site Opel qui était en face pour ne pas trop perturber également les problématiques de livraison pour que les livreurs trouvent facilement le site. C'est aussi des problématiques qu'il faut évaluer auparavant. Les systèmes d'information doivent-ils être protégés en amont par des indicateurs de perte et d'objectifs ? On les appelle donc les RTO et RPO. Est-ce que vous pouvez nous dire si c'est le cas et nous expliquer rapidement ces deux notions ? Oui, tout à fait. Donc, les RPO et RTO, ce sont deux notions qui sont très importantes dans le cas d'un PRA. Donc, c'est Response Point Objective et Response Time Objective en anglais. Donc, c'est les objectifs qu'on se fixe pour combien de temps on peut se permettre de vivre sans informatique et jusqu'à quand on peut remonter, on doit remonter, on s'autorise quelle perte de données. Donc c'est le délai acceptable en fait. Voilà, est-ce que je peux restaurer des données qui ont une semaine et dans un délai de 2 jours, ou est-ce que je veux restaurer des données qui ont 1 heure et dans un délai de quelques minutes? Et donc, vous nous dites qu'il faut avoir un RTO et un RPO. Comment ça se met en place dans un PRA ? Eh bien, c'est des objectifs qu'on se fixe et en fonction de ces objectifs, on va adapter le système. On va avoir des systèmes plus ou moins complexes et plus ou moins onéreux en fonction de ces objectifs. Comment est-ce que vous arrivez à évaluer le bénéfice-risque ? Parce que ça a un coût, on ne va pas se mentir, le plan de reprise d'activité. Oui, alors comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, avec les solutions cloud, on arrive à avoir des PRA vraiment à des tarifs extrêmement agressifs, puisqu'on peut avoir des infrastructures dormantes qui sont éteintes et qui ne sont pas facturées, et la facturation ne démarre qu'au moment où on doit l'actionner. Donc on arrive à avoir vraiment des PRA qui sont accessibles aux TPE, aux PME. Néanmoins, il y a quand même, c'est comme une assurance, il y a une évaluation du risque à faire. Et ça, nous, on peut apporter des conseils sur la fréquence de panne ou de risques cyber qu'on constate chez nos clients. Mais il y a un moment où c'est quand même l'entrepreneur qui doit évaluer ce risque et prendre une décision en regard d'un rapport risque-bénéfice ou plutôt risque-coût. Alors, quel regard vous portez justement sur les clients qui viennent vous voir et qui vous parlent de ce PRA parce qu'ils ont des données sensibles, parce qu'ils sont dans l'industrie ? Quel regard vous portez ? C'est quoi votre job ? Ces clients-là, je dirais que c'est des clients qui ont pris conscience de la criticité du domaine informatique aujourd'hui. Donc, c'est déjà presque gagné. Il ne reste plus qu'à trouver le bon compromis et puis les accompagner sur le choix de la techno qui va bien. Là où c'est un petit peu plus difficile, c'est toutes les personnes qui n'ont pas conscience qu'une panne informatique aujourd'hui, dans la plupart des sociétés, ça signe l'arrêt de fonctionnement global, quoi. Oui, effectivement. Et pour reprendre un chiffre que j'ai utilisé hier lors d'une table ronde sur la cybersécurité, je crois qu'il y a 2 actes de malveillance par semaine en France, à peu près sur de grandes entreprises. Autant dire que c'est quand même assez important. Et on est un exemple éloquent avec le groupe Atlantique. On avait Lucie Poirot, qui est chargée de l'informatique aussi là-bas, et qui nous disait que ça a mis quand même plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant qu'il y ait une reprise d'activité pour le groupe Atlantique. Et ça a des impacts énorme sur l'activité. Des fois, on vous regarde avec des yeux ronds, des grands yeux, en vous disant mais de quoi me parle-t-il ? Oui, parce que on ne veut jamais voir le risque. Ça n'arrive qu'aux autres. C'est malheureusement un problème. Donc, sur le risque cyber, il commence à y avoir une prise de conscience de la part de beaucoup de clients. Et donc, on commence à pouvoir proposer des solutions de protection déjà qui sont très performantes. Et puis, aller au bout du projet, c'est la mise en place d'un PRA, quoi. On va passer aux questions du public. Alors, je ne sais pas si on en a sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez des questions ici dans le public de la Loco 2 ? N'hésitez pas, profitez-en. C'est le moment ou jamais. Moi, j'en ai encore des questions. Tant qu'à faire, c'est mon job. Quels sont les points clés à mettre en place pour un plan de reprise d'activité efficace ?
Alors la première chose, évidemment, c'est d'évaluer le risque, on vient d'en parler. Et puis ensuite, il faut, comme le disait tout à l'heure Nicolas, il faut cartographier la donnée, savoir quels sont les points clés dans le système d'information, de quoi on peut se passer et de quoi on ne peut pas se passer pour pouvoir fonctionner. Ensuite, on va définir des objectifs, donc on en a parlé également, les RPO, les RTO. Et en fonction de ces objectifs et de cette criticité, on va choisir des outils et des technos pour sécuriser ces données-là. Et on va mettre en place la solution. Et ensuite, ce qui est important aussi, c'est de pouvoir la tester de manière régulière pour être sûr que le jour où le drame survient, on ait un système de reprise qui fonctionne. Alors, je me tourne vers Nicolas justement. Est-ce que lors de vos entretiens avec vos clients, parce que vous parlez d'exploitation de la donnée, récupération de données, est-ce que des fois il vous arrive d'évoquer les plans de reprise d'activité en disant attention, anticipez? Tout à fait. Et tu parlais des data, c'est même au niveau de logiciel, quoi. Il faut être capable de réinstaller tous les logiciels, réinstaller toutes les instances et de réinstaller les données. Donc là, effectivement, c'est des sujets cruciaux. Et donc, moi, je dirais que j'interviens après cette phase-là. Une fois que les données sont réinstallées, enfin les logiciels sont réinstallés avec la data, voilà, je peux remettre en place les flux pour alimenter les tableaux de bord ou les usages. Vous n'arrivez jamais en amont? C'est-à-dire en disant de manière préventive, quelque part. On alerte sur ce sujet. La cybersécurité, c'est un sujet maintenant, on ne peut plus passer à côté. On sera tous attaqués un jour ou un acte de malveillance interne. C'est 2 par semaine quand même en France. Voilà, en ce moment. Donc effectivement, ces sujets-là, il faut plus le mettre sur le tapis en disant ça n'arrive qu'aux autres. Je comprends votre expression. Voilà, chez nous, effectivement, on connaît notre cartographie logicielle à nous et notre capacité à réinstaller. Donc voilà, les termes de RPO, RTO. Voilà, on est capable de relancer le lendemain les données de J-7 en 24 heures. Donc voilà, ces sujets-là, on est sensibilisés et on sensibilise nos clients. Tony, est-ce que vous avez pensé à votre PRA? Forcément, nous on traite de la donnée de santé et on a une obligation de tourner 24/24, 7/7. Donc nous, on est même au-delà du PRA, on est sur un PCA, donc un plan de continu d'activité. Ah oui, c'est vrai qu'on aurait pu, on pourrait l'aborder, la différence entre PRA et PCA, effectivement. C'est ça, mais qui n'empêche pas d'avoir un PRA, parce qu'on pourrait imaginer que le PCA tombe aussi. Donc oui, forcément, on y pense, et forcément, ça a un impact. D'ailleurs, depuis lundi, nous, on subit une attaque, je crois qu'on en subit quasi une par mois en ce moment. Ah oui. Ça fait partie du jeu. Comme je disais à mon DG, c'est pas si ça arrive, c'est quand est-ce que ça va arriver. Bon, c'était lundi, tant mieux, c'est arrivé. Maintenant, c'est comment on met en place ces éléments-là, comment on met en place des cellules de crise, etc. Il y a toute une organisation à mettre en œuvre. Nicolas en parlait tout à l'heure. Au-delà même du SI, ça va jusqu'à l'organisation, même de l'accompagnement pour nous des personnes. Oui, parce que ça a quand même un impact conséquent une fois qu'on subit une cyberattaque ou un incendie, etc. C'est tout le process organisationnel de l'entreprise qui est chamboulé. Absolument. Donc d'où l'intérêt aussi, en tout cas c'est votre job, de mettre en place un plan de reprise d'activité. Et en combien de temps vous êtes capable de faire redémarrer la machine? Alors vraiment, comme on évoquait là, on peut avoir un plan de continuité d'activité. Donc le plan de continuité d'activité, le PCA, c'est le PRA ultime, puisque c'est quand il y a une infrastructure qui tombe, il n'y a aucun arrêt de production et tout est basculé sur une infrasecondaire de manière instantanée. Donc c'est vraiment le plus haut niveau. Après, sur un PRA traditionnel, on va parler de quelques heures et un retour globalement à quelques heures également en arrière pour aller chercher les données saisies et renseignées par les collaborateurs. Merci beaucoup Nicolas Kayser. On va remercier Nicolas Vandenberg et Tony Bessot. Merci pour vos expertises sur l'importance des data, véritable mine d'or pour l'entreprise qu'il faut gérer et anticiper le cas échéant via un plan de reprise d'activité. On va faire une retrouver toujours en direct à 11h avec de nouveaux experts qui nous parleront de financement numérique responsable. À tout de suite.